L'histoire de l'aéroport de Genève est une histoire fantastique, excitante et tellement vivante. Ce n'est pas la simple et banale histoire d'un terrain d'où atterrissent et décollent des avions. Non, non, ce serait trop commun, trop attendu, trop vulgaire. C'est l'histoire de Genevois, passionnés de technologie depuis longtemps, qui mettront au service de la communauté leur ingéniosité, leur audace et leur courage. C'est l'histoire de jeunes confédérés qui se battront pour exister au sein de la Suisse, mais l'esprit de Genève rayonnera bien au-delà des frontières helvétiques. L'âme des grands travaux, l'objet noble veut, que tout mortel embrasse ou désire ou rappelle. C'est l'histoire enfin de visionnaires qui oseront, durant un siècle, transformer les inconvénients dus à leur isolement en véritables forces créatrices. Coup de gueule, coup de bluff aussi, qui vont s'avérer payants. L'aéroport de Genève est aujourd'hui le fruit de ces 100 dernières années. Nous sommes les dépositaires d'une extraordinaire histoire que voici. Autant le dire tout de suite, au XIXe siècle, Genève n'est plus vraiment française et pas vraiment helvétique. Il faut rappeler qu'elle n'a rejoint la Confédération qu'en 1815, et c'est précisément dans ce terreau apatride que nous dénichons l'embryon de l'aéroport actuel. Au fait, nous le verrons, c'est une histoire de train manqué qui est à l'origine de l'aéroport. En 1858, la gare de Cornavin est inaugurée en grande pompe. Elle est le terminus de la ligne Paris-Lyon-Genève. En effet, les regards se tournent historiquement plus vers la France que vers la Berne fédérale. Et en France, à cette époque, il y a des drôles de types qui imaginent des drôles d'engins plus lourds que l'air. Pour les Genevois passionnés d'innovation et de technologie, c'est digne du plus grand intérêt. Précisons que c'est à Genève que sont construites les premières automobiles en Suisse et qu'en 1905, la République compte quelques 400 véhicules, plus que la somme de tous les autres cantons suisses. Les Alémaniques nourrissent un certain scepticisme face à ce nouveau moyen de locomotion. C'est à Genève la même année qu'a lieu le premier salon de l'automobile. Alors, quelques Genevois ingénieux et curieux construisent à leur tour ce qu'on appelle à l'époque des aéroplanes. Malheureusement, ces fous volants essayent eux-mêmes leurs machines, sans licence, sans initiation, mais avec beaucoup de courage. Il fallait être sportif, en bonne santé, courageux, un petit peu gonflé pour se lancer dans les airs en 1909. Et ils sont bons. Ils sont même très bons dans leur discipline. En 1909, en survolant le lac Léman dans sa longueur, les frères Dufaux explosent le record détenu par un certain Blériot, qui a traversé la Manche quelques semaines plus tôt. Nous avons fait un moteur de 3,5 chevaux qui ne pesait que 4 kilos. Il fallait à la fois de l'intelligence, de l'audace et de la complémentarité qui existait entre les deux frères. L'un était plus technicien, l'autre était plus pilote d'essai. Tout ça sous les yeux ravis et enthousiastes des Genevois qui voient dans leur ciel l'évolution de leur héros. Le très sérieux journal de Genève relate du reste quotidiennement les exploits de ces sportifs. Mais un événement apparemment sans lien va sceller la rage au corps des Genevois pour ne pas se laisser isoler au bout de leur lac. La gare qui les relie à leurs cousins français brûle en 1908 par un jour de bise. Elle sera rachetée par la jeune compagnie des chemins de fer fédéraux, les CFF, en 1912 avec la promesse de développer diverses liaisons, conventions à l'appui. Promesse tenue que 20 ans plus tard pour certaines, et encore, la liaison Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse, le fameux CEVA, ne sera inaugurée qu'en décembre 2019, plus de 100 ans plus tard. En gros, en leur volant leur gare, Berne les assigne encore plus à l'isolement. Il est vrai que Genève avait le sentiment d'avoir raté son rendez-vous avec le chemin de fer. Donc, Genève, qui a toujours compensé sa petitesse par les vastes horizons et le grand large, a certainement cru en l'aviation.
Alors évidemment, à la sortie de la Première Guerre mondiale, quand les autorités genevoises entendent que les vainqueurs de la guerre évoquent leur petite ville pour installer le siège de la jeune Société des Nations, elles font preuve de beaucoup de flair. Les Genevois se rendent compte du rôle merveilleux de l'aviation au point de vue des communications entre les peuples et veulent garder leur destin en main. Pour le transport aérien, Genève a eu le nez creux. Les autorités genevoises achètent un terrain à Cointrin le 19 juin 1920 en vue de développer un champ d'aviation public. Jusque-là, les aviateurs se contentaient de champs privés plus ou moins plats, comme le Stand Saint-Georges. Et les Genevois ont vu juste. La Société des Nations viendra bel et bien s'installer au bout du lac 5 mois plus tard, en novembre 1920. Genève, à l'époque, est une petite ville de 100 000 habitants sans infrastructure. Certains diront même une ville de troisième zone. Pour les délégués anglo-saxons, qui soutenaient en particulier la désignation de Genève, tous ces défauts, ces désavantages étaient d'une importance certainement mineure par rapport à l'avantage d'avoir un lieu où les délégués pouvaient se réunir sur un pied d'égalité. Très rapidement, un ballet de diplomates de tout horizon anime la vie de la cité. L'esprit de Genève rayonne bien au-delà des frontières helvétiques, n'en déplaise aux autorités fédérales. Et les Genevois se montrent entrepreneurs et opportunistes. L'embryon du transport de passagers en Suisse a réellement débuté à Genève en juin 1919, puis cette fusion sera faite avec Astra Aero en Suisse alémanique et 10 ans plus tard avec Balair, ce qui donnera au total la compagnie Swissair. Les avions transportent toujours plus de passagers et sont donc toujours plus lourds. Alors la piste est rallongée et 3 hangars sont construits. En 1925, il a même été question d'internationaliser l'aérodrome en cas de conflit, une vision pour le maintien de la paix. Qui aurait permis à des avions de pouvoir atterrir au parti de Genève avec un possible agrandissement du terrain d'aviation, avec la construction de hangars qui auraient pu être mis à disposition de la SDN, ce qui est à l'époque révolutionnaire et à ma connaissance serait encore révolutionnaire aujourd'hui. En 1931, le champ d'aviation de Cointrin devient officiellement l'aéroport de Genève-Cointrin. En 1937, la première piste en béton de 405 mètres est construite pour accueillir un trafic aérien de plus en plus important. Le 8 juillet de la même année, le premier DC-3 décolle de Genève pour relier Londres. Mais la Seconde Guerre mondiale tire le frein à ce développement. Cependant, les Genevois n'attendent pas l'issue incertaine de cette guerre pour imaginer la suite à donner pour le développement de leur aéroport. Le gouvernement était soucieux de procurer du travail aux chômeurs. Et c'est également à ce moment qu'un conseiller d'État visionnaire, Louis Cazaï, décide de proposer le bétonnage de Cointrin. Il importe que l'aéroport soit prêt lors d'une reprise du trafic qu'on admet devoir être beaucoup plus intense qu'avant la guerre. Quelle audace il fallait avoir à l'époque. Plus qu'une audace, c'est une vision. Donc les dirigeants de l'aéroport de l'époque, M. Bracci, M. Sudan, M. Angelard, c'était le triumvirat qui était en poste à la direction de l'aéroport à l'époque, a réussi à convaincre le Conseil d'État genevois de construire, donc pendant la guerre, une piste de 2 km. C'était quand même une vision extraordinaire de la part de 3-4 personnes. Le trafic reprend dès le 30 juillet 1945. Les installations modernisées permettent aux avions de tout type d'atterrir, comme le Constellation. Alors le Constellation, c'est le plus beau de tous les quadrimoteurs qui ont été construits. Il est reconnu comme tel dans l'histoire de l'aviation. Et Genève a accueilli aussi le premier Constellation. Le guidage aérien est amélioré et le premier atterrissage de nuit à Cointrin a lieu le 20 mai 1946. Dans cette Europe qui se remet lentement de la guerre, seuls 2 aéroports partagent ce privilège, Paris-Orly et Genève. Et là, on voit la différence avec cette carte de justement 1947, où on voit que le développement, les routes qui relient Genève aux pays européens notamment, et aussi en Amérique du Nord, eh bien, sont extrêmement développées. C'est grâce à cet esprit visionnaire que Cointrin, seul aéroport suisse adapté au trafic des avions modernes, inaugure le premier vol intercontinental entre la Suisse et les États-Unis
le 2 mai 1947. Le pilote Walter Borner avait pu choisir ses coéquipiers. Pas facile à l'époque de s'embarquer pour les États-Unis. Il a fallu qu'il obtienne donc des visas, qu'il jure fidélité à la Constitution américaine, déclarer qu'il n'était pas communiste, fournir ses empreintes digitales, se faire vacciner. Tout ça, c'était la première fois qu'il le faisait dans sa vie et ça l'avait beaucoup frappé. Le Genève-New York, une liaison qu'on appellera durant de longues années le shuttle de l'ONU ou le bus des Nations Unies. C'était une grande fierté pour Genève, puisque ça a été le premier aéroport en Suisse qui a permis de voler justement sur de grandes distances. Mais ce rayonnement à l'international ne plaît vraiment pas aux Suisses allemands. Berne, vexé par l'audace dont font preuve ces remuants genevois, ne considère pas ces améliorations comme étant d'intérêt national, donc n'octroie aucun crédit au développement de Cointrin. Alors que Cloten bénéficie des grandes largesses de la Confédération pour combler son retard avec des dons de terrain et des subventions de plusieurs dizaines de millions de francs. Ça n'est qu'en 1945 que le canton de Zurich se décide à entamer les travaux pour bétonner la piste de Cloten, travaux qui ne seront terminés qu'en 1949, au moment où Genève construit sa nouvelle aérogare. Si bien que Genève avait 4 ans d'avance. Cloten est décrété seul aéroport intercontinental de Suisse alors qu'il n'est qu'un champ herbeux, comme on le voit sur cette prise de vue aérienne de 1946. Les Genevois l'ont amer et Louis Cazaille ne cache pas son amertume. Je ne parlerai pas aujourd'hui de la désillusion que nous avons eue au sujet du classement des aéroports. Nous avions espéré, je vous le dis très franchement, que le travail de création clairvoyante, la réalisation courageuse, la confiance dans l'avenir que l'on a montré à Genève serait peut-être mieux reconnu que par un classement rigide, tout administratif et peut-être d'un utilitarisme par trop particulier. Malgré les désillusions, les Genevois avancent. En 1949, ils inaugurent la nouvelle aérogare de Cointrin durant un meeting aérien. Ils adorent ce genre de manifestation et répondent une fois de plus présents en nombre dans une liesse générale. Et rebelote en 1955, lors du plus grand meeting jamais organisé à Cointrin pour célébrer les 50 ans de l'aviation suisse et pour promouvoir l'exceptionnel développement de leur aéroport. Là, il y a un DC-3. Et le public était sur le terrain de football, près du café de l'aviation qui est là. Là, c'est la villa de Bracci, le directeur de l'aéroport à l'époque. On est en plein boom de l'aviation commerciale. Mes parents avaient un couple d'amis. Ils ont décidé d'aller voir la sœur de madame aux États-Unis. Et je me souviens du prix qu'ils avaient payé, 5000 francs pour ce voyage. Mais ces 5000 francs, ça représentait effectivement la moitié de la Citroën 11 chevaux à peu près. Donc le couple avait payé l'équivalent du prix d'une voiture pour aller aux États-Unis retour. Portés par l'enthousiasme de la population et par leur foi inébranlable en l'aviation commerciale, les autorités genevoises misent une fois de plus sur le développement de leur aéroport. Les moyens de communication, c'est évidemment, chacun le sait, d'ordre divers. Je commencerai par celui qui nous a coûté le plus de peine et aussi le plus d'argent, même avec l'assistance de la Confédération, c'est l'aéroport de Cointrin. La nouvelle aérogare reçoit des passagers toujours plus nombreux, la piste est allongée et les moyens de navigation modernisés. L'aéroport est prêt pour accueillir la première caravelle, sous le regard des visiteurs curieux et passionnés depuis la fameuse terrasse. On est le 17 juillet 1959. C'était une caravelle de SAS en fait. C'était les Scandinaves qui sont venus en Suisse pour la première fois et ils ont utilisé l'aéroport de Genève pour atterrir avec ce jet aussi mythique dans l'histoire de l'aviation. Entre-temps, attirés par le dynamisme de Genève, plusieurs organisations internationales rejoignent l'ONU dans la cité de Calvin. L'Organisation mondiale de la santé, le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et le CERN en 1954, entre autres. Face à ce bouillonnement international, la Confédération est un peu obligée, voire contrainte, de reconnaître l'aéroport de Genève-Cointrin comme aéroport destiné au trafic intercontinental. Précisons que la place prédominante dans le paysage aérien suisse de Swissair, issue d'une compagnie genevoise, on le rappelle, agace les Genevois.
Les fonds fédéraux continuent de pleuvoir généreusement sur Cloton, alors que Genève assume une grande partie de ses investissements pour l'amélioration des installations. En 1960, la piste de 3900 mètres est inaugurée. Alors il faut savoir que 3900 mètres pour un aéroport, pour une piste d'aéroport, c'est ce qu'il y a quasiment de plus grand en Europe. Donc Genève, avec sa piste de 3,9 km, c'est une des plus grandes en Europe et une des plus grandes au monde. Donc ça veut dire qu'on peut accueillir n'importe quel type d'avion aujourd'hui sur l'aéroport de Genève pour faire des vols long courrier. Effectivement, le 9 février 1970, le premier Boeing 747, le Jumbo, pose à Cointrin sous les couleurs de la TWA. L'avion posera pour la première fois à Cloton 2 mois plus tard. La première fois que moi, en tant que contrôleur, j'ai vu le 747, c'était impressionnant parce qu'en fait, j'avais prévu une séquence de décollage. Et je lui dis, mais vous décollez? Et il me dit, mais non, il y en a un en finale. Et le Jumbo était encore à 10 km. Mais personne n'avait la taille de cet avion dans la tête. Cet avion paraissait tellement énorme, il paraissait d'ailleurs très long, alors qu'il avait quand même une vitesse normale. Mais quand je le voyais décoller depuis mon bureau, chaque fois, je levais les yeux. Mais les temps changent. En 1971, c'est également les premières sautes d'humeur et de contestation de la population. Pour résoudre le problème du bruit, ces solutions techniques existent, il y a des solutions à apporter au problème du bruit. Les autorités n'ont pas pris conscience de ce problème, elles commencent seulement à en prendre conscience actuellement. À la veille d'une votation populaire pour accepter un crédit portuaire, le journal de Genève invite les Genevois à ne pas perdre la bataille de l'air, comme ils ont naguère perdu celle du rail. Le crédit de 48 millions est accordé à la raclette, mais les responsables n'osent plus engager les moindres dépenses. On ne pouvait pas planter un clou sur cet aéroport sans que ça ne passe devant le Grand Conseil avec un projet de loi, etc. Pendant toutes ces années, loin des batailles genevoises, la danse des délégations diplomatiques rythme quotidiennement le service du protocole de l'aéroport qui doit s'adapter à toutes les situations en mettant parfois son orgueil de côté. J'ai juste une fois été très vexée par quand la République islamique d'Iran est arrivée. Premier accueil d'un ministre, j'ai rendez-vous avec l'ambassadeur pour aller chercher un ministre et j'arrive et je lui tends la main, je lui dis, et puis il est avec 2 autres personnes, ils ont mis les mains derrière le dos parce qu'ils n'avaient pas le droit de toucher une femme. Effet collatéral du rayonnement mondial de Genève et de son hospitalité légendaire, dans un contexte international qui se tend, les pirates de l'air et autres terroristes auraient un petit faible pour Genève, surtout lorsqu'ils bossent sur Air France. On a su, mais ça ne nous a jamais été confirmé par les instances dirigeantes de la compagnie, mais que l'équipage suggérait de détourner l'avion sur Genève. Alors, on a essayé d'avoir des explications du côté d'Air France, on n'en a jamais eu encore une fois, mais on peut très bien comprendre que d'une part, pour Air France, c'était pas la France, mais c'était tout proche, puisque c'était Genève, que par ailleurs, ils vendaient, entre guillemets, la destination Genève aux terroristes en disant « c'est une ville internationale, donc il y aura on en parlera beaucoup dans la presse d'une manière générale, donc il y a un impact international. » Le dernier événement a lieu le 17 février 2014. Le copilote d'un avion d'Ethiopian Airlines détourne l'avion sur Cointrin avant de demander l'asile politique à la Suisse. On peut dire qu'on est passé à côté d'un événement qui aurait pu très mal tourner, mais qu'à la fois dans les intentions de la personne, de l'auteur présumé, et aussi dans la prise en charge et par l'aéroport et par la police de la situation, nous avons, je pense, bien maîtrisé les choses. Mais revenons à l'histoire qui lie le destin des Genevois à leur gare. C'est en 1987 seulement que l'aéroport de Cointrin est relié à la gare Cornavin. Dire que cette liaison figurait parmi les priorités des CFF au début du siècle dernier. Alors, c'est l'occasion d'envoyer une petite pique aux autorités fédérales. Chez Jeddah, même Zurich. Pour vous, qu'est-ce que ça représente cette journée? Pour nous, ça représente un pas tout à fait important, tout à fait capital pour une collaboration entre les différentes régions de ce pays qui soit une collaboration accrue. Ce message à peine voilé de Jean-Philippe Maître à l'endroit de Berne
semble augurer de ce qui allait se passer presque 10 ans plus tard. Swissair décide de supprimer les longs courriers au départ de Genève et espère que cette décision passera inaperçue. Et ça, c'était donc le mercredi saint. Et le jeudi saint, M. Bruguiser fait l'annonce publique. Pour la Romandie, c'est regrettable, estiment les stratèges zurichois de notre compagnie nationale, mais c'est un dommage dont elle peut se remettre. Tout ça était parfaitement orchestré de manière à ce que, comme on arrive au vendredi saint, samedi, dimanche, lundi de Pâques, le mardi de Pâques, on n'en parlait plus. Voilà, c'était le plan de communication de la grande Swissair de l'époque. Voilà, et ça ne s'est pas passé comme ça. Je suis d'accord que nous avons commis des erreurs dans la communication et je m'en excuse. Et je suis aussi surpris des réactions vives, des réactions véhémentes, des réactions émotionnelles. C'est la Suisse romande qui est l'artisan de la carte de l'ouverture et c'est la Suisse alémanique qui en engrange les dividendes économiques. Et là, il y a quelque chose qui est en train de craquer et probablement que là, on est au cœur d'un débat assez profond dans notre pays. L'affaire Swissair, paradoxalement, oblige tous les acteurs de la vie genevoise à faire front une fois de plus. Le statut d'établissement de droit public, acquis 2 ans plus tôt, facilite les solutions innovantes. L'histoire est cocasse parfois. C'est l'arrogance de Zurich qui viendra à la rescousse de Genève. The problem is that they can't really make money because they have a higher cost structure. I'm sorry to get back to technical business school terms, but essentially, if your costs are high and your fares are low, you lose money. You have to stop doing it at some stage. And I believe that the future in European aviation really is in low cost. Monsieur Stelios est allé voir à l'époque mon homologue ou mon collègue Joseph Felder, directeur de l'aéroport de Unique Zurich Airport à l'époque, et qu'il l'a assez mal reçu. Donc Felder lui dit de toute façon dans 6 mois votre compagnie elle est par terre. Et donc avec un accueil pareil, Monsieur Stelios est venu nous voir à la direction de l'aéroport de Genève où naturellement on l'a assez bien accueilli. Qui nous a dit on va vous amener 1 million de passagers en une année. On a dit bah oui c'est gentil, merci. On risque rien. Hein. Bon, ben c'était là. C'est le début d'une fructueuse collaboration entre EasyJet et l'aéroport de Cointrin, unis par une même envie d'en découdre avec le monopole de Swissair, soutenu par Berne. Ah, c'était chaleureux parce que d'une certaine façon, Swissair venait de quitter Genève. Une année auparavant, ils avaient rapatrié toute leur flotte sur Zurich. Il y avait une certaine amertume du côté de la direction, du politique à Genève. Il y avait quand même globalement, ils étaient un peu fâchés de se dire on a investi dans la compagnie nationale, mais il n'y a plus rien de national. Tout d'un coup, tout est reparti sur Zurich. C'est effectivement quelque chose d'assez exceptionnel parce que sans cette volonté, sans ce courage à ce moment-là de le faire, nous ne serions pas où nous sommes aujourd'hui. Le 7 décembre 2007, le 10 millionième passager de l'année est fêté. Un nombre en constante augmentation qui oblige les autorités portuaires à prévoir des agrandissements. Ensuite, il s'agira de continuer à agrandir ce terminal, à moderniser ce terminal, à construire probablement d'autres ailes. Aujourd'hui, c'est 17 millions de passagers par année et des enjeux autant économiques qu'environnementaux. Le 31 octobre 2019, un accord est signé entre l'aéroport, EasyJet et Swissair ayant fait faillite entre-temps, pour réduire les décollages non planifiés après 22 heures. Les enjeux aujourd'hui, c'est de concilier justement cet instrument indispensable à Genève, à son économie, au rayonnement de la Genève internationale, avec les enjeux globaux qui nous préoccupent tous aujourd'hui, notamment l'enjeu climatique. C'est ça l'enjeu primordial. Et puis, pour les gens qui habitent à proximité de cet aéroport, qui a cet avantage d'être très proche de la ville, c'est aussi les nuisances qu'il représente, le bruit. Et donc nous portons vraiment une attention toute particulière à ces aspects-là. Les enjeux de ce porte-avions, c'est l'épine dorsale de l'économie du canton et de sa région. Il faut absolument qu'on continue à répondre à la demande, que l'on serve Genève et sa région, et la Genève internationale en particulier. Il ne faut pas oublier que Genève Aéroport crée beaucoup d'emplois,
Genève Aéroport n'est pas un aéroport comme les autres, c'est un tout petit aéroport au cœur de l'Europe qui a une connectivité incroyable. C'est le défi de l'équilibre dans un développement durable, qui doit trouver l'équilibre entre les besoins économiques, les besoins sociaux et les besoins environnementaux. Il est évident aussi, si nous ne trouvons pas cet équilibre, nous allons tout simplement pas pouvoir développer une société pérenne. Et c'est ça qui, pour moi, c'est pas schizophrène, c'est juste une manière de faire plus holistique, mais que j'y crois. Y croire encore et encore. C'est ce credo et ces images qui mettaient un terme à ce film il y a 2 mois seulement. Seulement, c'était avant. Avant un certain 28 février 2020. Jour des festivités officielles du 100e anniversaire de l'aéroport. Simultanément, à Berne. Le Conseil fédéral a décidé ce matin, tout d'abord, de déclarer l'état de situation particulière au sens de la loi sur les épidémies. Les mesures qui ont été prises ce matin par le Conseil fédéral, qui sont publiées, eh bien, c'est pour la principale mesure d'interdire les manifestations publiques ou privées de plus de 1000 personnes. Le Covid-19 est l'invité surprise de ce 100e anniversaire. C'était pas totalement un étonnement parce qu'on était déjà en train de préparer tout ça, parce qu'on a quand même eu des vols de Chine qui nous ont quand même causé un certain nombre de questionnements. On est arrivé à un taux de passagers autour de 100 à 300 passagers quand on a normalement 40 à 60 000. Je dirais là, on a un défi qui est en train de largement dépasser la majorité des défis qu'on a vus, mais je reste confiant avec mes collègues qu'on va aussi trouver la sortie de ça. Alors oui, plus encore aujourd'hui qu'hier, bon rétablissement et belle vie à toi, aéroport de Genève.